Je me présente donc en deux mots pour Wallonie-Bruxelles International. Je m'occupe de la coopération avec les pays partenaires et je salue tout particulièrement les mobilisations qui ont pu avoir lieu en Tunisie, au Vietnam, au Sénégal, en RDC. Donc, ce webinaire va comporter cette intervention. Cinq personnes vont prendre la parole pour restituer les groupes, les travaux des groupes les travaux des groupes dans chacun des pays que je viens de citer. Et puis, nous aurons l'intervention de deux experts. Moi, voilà, de ce que j'ai pu m'imprégner comme objectif, c'est vraiment qu'on puisse, au terme de ce webinaire, avoir tous une vision globale et partagée de la crise Covid sur les enfants en situation de rue dans les 5 pays. On ajoute évidemment la Suisse, qu'on espère entendre. Edwin m'a dit qu'on n'était pas en très bonne santé en Suisse, mais on espère qu'ils vont quand même pouvoir nous rejoindre. Donc notre objectif, c'est de mieux analyser les enjeux mondiaux liés au travail social de rue, avoir un aperçu quant à l'efficacité de l'observation générale sur la thématique des enfants en situation de rue, de prendre connaissance du processus de plaidoyer au niveau international, de recevoir ou de mieux recevoir encore les témoignages des travailleurs sociaux de rue et de renforcer toute cette méthodologie qui circule à travers le réseau de Dynamo International et qui permet ce travail dans plus de 50 pays. La forme du webinaire, on en a parlé. Donc, je pense que nous pouvons tout de suite commencer avec le storyboard qui m'a été fourni et partir à Kinshasa auprès de Jolie Apema que je salue. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bonjour Jolie, tu as l'air d'aller en parfaite santé, donc tant mieux. Et nous te donnons la parole pour 10 minutes, comme tu sais. La République démocratique du Congo, un pays au centre de l'Afrique. À ce qui concerne la RDC, contrairement à d'autres pays, ce secteur de protection de l'enfant est partagé entre plusieurs ministères. Nous avons le ministère des Genres, Familles et Enfants, ministère des Affaires sociales, ministère de la Justice et Garde des Sceaux, ministère du Travail et Prévoyance sociale, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'EPSP, le ministère du Sport Loisirs. Conséquence, cette question est en cheval entre tous ces ministères et ces autorités. En ce qui concerne les expériences pendant cette période de COVID-19, il y a la participation des enfants à la promotion de leurs droits et dans la sensibilisation sur les mesures barrières contre COVID-19. Une méthode, une espèce d'approche qui a vu le jour effectivement à cette période de COVID-19. Et nous félicitons la prise de conscience des enfants parce que maintenant, ils ont compris qu'ils sont eux-mêmes au centre de tout ce que nous sommes appelés à faire. Il y a eu la création en République démocratique du Congo de la plateforme ADO Discutons, qui a favorisé des échanges entre les jeunes sur les questions liées notamment à la sensibilisation COVID-19. La sensibilisation a porté sur les mesures barrières. Et il y a eu des enfants qui se sont mis à la confection et vente des masques, mise en place des outils de collecte de données pour les enfants qui ne pouvaient pas être en ligne par manque de smartphones. Alors, il y a aussi l'installation des centres d'accueil d'urgence dans la ville de Kinshasa, particulièrement à la commune de Bandal et Njili, mais aussi à l'intérieur du pays, dans plusieurs provinces. Nous avons Lubumbashi, Bukavu, les Kasai. Il y avait ces centres-là et dont nos équipes ont été aussi opérationnelles. Nous avons le projet pilote réseau relationnel, participation des leaders de rue dans la sensibilisation des enfants en situation de rue,
en vue de l'orientation vers les services sociaux de base. Dans la ville de Kinshasa, il y a les centres de formation professionnelle, les centres de santé, moyennant des attestations d'indigence. Ce sont des attestations que nous obtenons par la collaboration que nous avons avec le ministère des Affaires sociales. Au niveau des tribunaux pour enfants, pendant le COVID-19, il y a eu des alternatives à la privation des libertés des enfants qui ont été privilégiées, une matière qui a connu une réticence par le passé, mais effectivement, avec COVID-19, les tribunaux pour enfants ont relaxé les enfants. Il y a eu aussi mise en place effective des commissions des comités de médiation dans ces tribunaux-là. Les défis sont catégorisés en deux: la réduction des ressources financières publiques du fait de la crise économique due au COVID-19 qui nécessite de faire participer la société civile dans un élan de solidarité au niveau local, mais aussi l'absence de justice sociale dans la gouvernance comme obstacle à la protection de l'enfant. Ici, il y a le problème, le problème est plus lié aux moyens mis en œuvre où il faut plus de justice sociale. Quelques recommandations: il est recommandé la mise en place d'une coordination nationale en matière de protection et promotion des droits de l'enfant, le Conseil national de l'enfant, mais aussi, là je vais sourire un peu, le service national d'adoption. Ici, il convient d'ouvrir une petite parenthèse parce que la question d'adoption, et plus particulièrement l'adoption internationale, a été au centre des discussions des états-majors, même politiques, et même des milieux diplomatiques. Et il convient de signaler que depuis la nouvelle loi portant Code de la famille modifiée en 2016, la question de l'adoption est déjà résolue, je peux me permettre comme ça. Il suffit de les lire attentivement et de s'inscrire dans la logique et la philosophie de la République démocratique du Congo pour voir l'adoption nationale et internationale s'opérer régulièrement. Assurer la protection effective des enfants associés aux groupes armés et des enfants victimes des pires formes de travail des enfants. Privilégier les alternatives à la privation de la liberté des enfants en conflit avec la loi et initier le processus de révision de la loi portant protection de l'enfant. En ce qui concerne les défis liés à la protection de l'enfant, ça, nous avons déjà développé quelques recommandations spécifiques pour la prise en charge des enfants. Ici, nous recommandons de renforcer le fonctionnement du corps des assistants sociaux. Ce corps existe déjà, mais il convient de renforcer son fonctionnement. Soutenir la construction des institutions publiques à caractère social pour l'hébergement des enfants en situation de rue. Appuyer les centres d'accueil d'urgence des enfants mis en place par les organisations de la société civile. Ici, c'est très important parce que pendant que nous serons en train de construire, nous serons en train de réhabiliter, il existe dans la ville de Kinshasa et à province des centres d'accueil d'urgence des enfants qu'il convient d'appuyer en organisation et surtout en fonctionnement. Rendre effective l'assistance matérielle ou financière. Johnny, il vous reste 3 minutes. Je suis dans le temps. Rendre effective l'assistance matérielle ou financière de l'État aux parents incapables d'assurer le survie de leurs enfants et la prise en charge des enfants accompagnant leurs parents emprisonnés tel que prévu par la loi portant protection de l'enfant. Voilà un peu de manière synthétique la présentation de la RDC. Il sera suivi immédiatement d'un petit document qui présente les détails et même une petite vidéo qui reprend effectivement le travail social d'accompagnement des enfants pendant le COVID-19. Avec la participation du comité d'appui au travail social de RI,
les centres de criminologie de l'Université de Kinshasa, la DISPE, le ministère des Affaires sociales, le ministère des Genres, Familles et Enfants, et bien entendu l'appui et l'accompagnement matériel de la Wallonie-Bruxelles, nous avons dit et nous vous remercions avec les salutations de Kinshasa. Merci Joly, vous êtes parfaitement dans les temps. Félicitations. Madame Thuy Hanoï est-elle prête pour enchaîner? Moi, je vais faire une très brève présentation de la situation des enfants en situation de rue face à la pandémie du COVID-19. Le Vietnam, est-ce que vous m'entendez? Oui, merci. Comme partout dans le monde entier, moi, je crois que le Vietnam aussi se bat pour surmonter les conséquences de l'épidémie COVID-19 au niveau économique, santé publique, éducation, sociale, culturelle et partout. Pour pouvoir mettre sur place, vous mettre dans le contexte du Vietnam, je voudrais donner une certaine chronologie de l'épidémie, de la pandémie. C'est-à-dire, le premier cas, c'est le 23 janvier. Jusqu'à maintenant, on a passé 9 mois de combat perpétuel et on arrive à 1170 avec 35 décès, morts et plus de 1000 cas déjà rétablis. Il en reste moins d'une centaine qui est encore dans les hôpitaux pour le traitement. Ce qui dit que relié à la situation des enfants dans tout le processus de l'épidémie, on voit que depuis janvier, qui est aussi la période des vacances du festival du Tet, c'est le nouvel an lunaire. Et les enfants ont passé avec de longs congés, de 3 mois de congés jusqu'à fin avril. Ce qui dit que les enfants reprennent l'école, ont repris l'école début mai pour retourner en vacances, pour finir l'année scolaire et partir en vacances en juin. En ce niveau-là, on a déjà un peu contrôlé l'expansion, la propagation de l'épidémie. Et ce qui dit est une deuxième vague. Une deuxième vague en juillet à Da Nang, c'est le centre de ville du Vietnam. Et après le retour du virus, ça s'avère plus sévère avec beaucoup de conséquences négatives, avec des cas de décès et ça tombe, le pays, ça tombe maintenant dans des sanctions, mais ceux qui disent qu'on a pu contrôler, on peut dire avec succès, avec des mesures du Vietnam, avec nos expériences, on a pu, comme on a dit, peut être du succès. Avec la pandémie, quand ça s'est passé à Da Nang, c'est pendant les vacances scolaires. Et les enfants ont pensé qu'on a pu passer les vacances en paix, retomber dans l'inquiétude, dans l'anxiété. Ça, c'est un contexte général de la pandémie et ce qui a l'impact envers les enfants, et particulièrement les enfants en situation de rue chez nous. Par contre, ce que nous avons pu faire jusqu'à temps, c'est malgré la pandémie, nous avons l'occasion de, parallèle au web de rue international, nous avons aussi pu organiser un forum à Da Nang avec la participation de plus d'une cinquantaine d'enfants en situation et de jeunes en situation de rue, et une réunion du réseau des travailleurs de rue au Vietnam. Et de ce
Et on a inséré aussi, durant ces deux événements, l'exposition de tous une partie des photos du monde entier, des travailleurs de rue et tisseurs de liens de Véronique. Et ça avait pu, on avait passé, malgré la pandémie, on a pu l'occasion de passer des moments ensemble pour donner des idées, pour travailler ensemble et on a pu identifier que bien que les mesures prises par le gouvernement s'avèrent efficaces pour limiter, mais le nombre de gens infectés ainsi que le traçage des sources de contamination suscite de l'anxiété approfondie, profonde dans la société. L'interdiction, restriction de voyage, l'industrie du tourisme et du développement a tout arrêté. Et comme chez nous, c'est le gagne-pain de beaucoup de jeunes et d'enfants en situation de rue, ça affecte la vie des enfants et aussi des adultes qui sont dans des situations très difficiles. Beaucoup, maintenant, perte d'emploi, dans la pauvreté, accumulation de dettes, et beaucoup de jeunes exercent différents métiers, des vendeurs ou bien des vendeurs de billets de loterie, de petits vendeurs dans la rue, et pour essayer de surmonter la pandémie. Pour nous, on a pu dire qu'on a pu faire le contrôle. Ce qui dit aussi que le gouvernement a pu encourager la participation de toute la population, du secteur privé et tous les individus qui ont donné tout le soutien nécessaire aux gens qui sont en situation difficile. Il y a des ATM de masques, de riz et de légumes. Il y a des marchés gratuits à tous les gens pauvres. Et il y a toutes sortes de communautaires, de services communautaires à base. Pourtant, je pense que question de secours immédiat, on a là toute la population, tout le peuple qui est prêt à soutenir. Mais ce qu'ils disent, il y a une population. Après, pendant la pandémie, on a pu identifier un groupe d'enfants, des frères enfants qui sont dans des situations, en situation de rue. Ce sont des groupes d'enfants qui n'ont pas pu accéder à presque aucun service et qui tombent dans la pandémie. Pour les difficultés des travailleurs sociaux de rue, ce qu'ils disent avec les restrictions, les sanctions, les mesures du gouvernement, le contact avec les jeunes et les enfants dans la rue, ça prend très difficile. Ce qu'on peut faire par téléphone ou bien échanger indirectement. Chez nous, c'est un peu le transport par des motorbikes, des motos, ça nous donne un moyen de transport pratique. Mais aussi, il y a des sanctions, des restrictions dans le déplacement dans ce temps-là. Madame Thuil, il vous reste 3 minutes. Oui. Pour ce que nous avons une seule recommandation concernant le groupe d'enfants qu'on a dit, le groupe d'enfants qui est en vraie situation de rue et qui ont des difficultés à joindre les services, tous les services. La plus grande difficulté, c'est de pouvoir, pour nous, c'est de pouvoir approcher ces jeunes en détresse. Et c'est difficile à les identifier et à contacter. Ce groupe-là, ce sont souvent des migrants qui vivent un peu dans la clandestinité, dans la communauté, au sein des familles, qui doivent subir aussi des mauvais traitements moraux ou d'abus. Ce que nous proposons, de mettre en évidence cette catégorie de jeunes vivant dans l'exclusion et invisibles aux yeux de l'opinion publique. Et nous recommandons également une reconnaissance de la méthodologie du travail social de rue
une approche spécialisée qui permet aux travailleurs de rue de non seulement entrer en contact avec les jeunes dans les espaces de rue, mais encore d'être à la rencontre des jeunes de l'invisible en intégrant leur milieu caché. Pour le reste, nous sommes d'accord avec les recommandations par Dynamo International qui plaident pour une meilleure protection sociale, système de santé, respect des droits fondamentaux, des programmes gouvernementaux contre la pauvreté et d'autres. Bonjour, merci pour votre attention. Merci, Madame Thuy. Vous êtes tous parfaitement dans les temps. C'est génial. Edwin avait des photos. Hein? Pardon? Grâce à vous qu'il y a des lancements de rappel. Oui, oui, oui. Edwin avait des photos à montrer? Oui, vous avez remarqué effectivement que pendant la présentation de Ti, vous avez vu les photos des activités que la plateforme des travailleurs sociaux de rue vietnamiens ont organisées ces derniers jours, donc une exposition photo. On voit quelques-uns de nos collègues à Da Nang, qu'on salue d'ailleurs. C'est l'occasion effectivement de dire et de saluer en fait tous les travailleurs sociaux de rue qui sont investis dans les différents pays, qui ont organisé des mini-forums locaux et des activités locales dans le cadre de Web de rue. Et donc, je les salue tous. Je sais que vous êtes très nombreux, tant au Vietnam, au Sénégal, au Congo, en Tunisie, en Suisse. J'espère n'oublier personne. Et donc, voilà, je salue tous les collègues et en tout cas, bravo pour tout le travail que vous avez réalisé pendant ces quelques jours et encore aujourd'hui. Très bien, merci. Et bon, je me fais un peu le porte-parole de tout ce que je lis dans le chat, donc vraiment bravo pour l'organisation. Et si ce type de communication nous permet d'être ensemble à travers différents continents, ça rend peut-être parfois un peu mal la mobilisation qui a lieu dans chacun des pays. Je pense particulièrement à Kinshasa parce que Joly n'a pas l'air d'être seul dans la salle derrière lui ou devant lui. Il y a du monde. Tu peux nous montrer? Donc, on me dit qu'il y a toute une série de collègues. Ah, voilà, tous nos collègues de Kinshasa, des travailleurs sociaux, l'école de criminologie, les collègues de la délégation générale Wallonie-Bruxelles, Madame Brahi. Merci d'avoir organisé tout ça dans chacun des pays, comme Edwin l'a dit. Ces forums-là sont importants et la prise de parole aujourd'hui l'est évidemment. Merci Joly pour ce tour d'horizon. Alors, je passe la parole à Tunis. Walid Bouchmila, vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Merci. Je salue tout le monde qui est présent aujourd'hui. Donc, comme tous en Tunisie, donc, on a fait aujourd'hui une rencontre au siège de la délégation de Wallonie-Bruxelles. Donc, il y a eu la présence de Monsieur le délégué général à la protection de l'enfance de Tunis, la directrice de l'Observatoire national des droits de l'enfant, un représentant du ministère des Affaires sociales, le président des associations Awliadna nos enfants et la délégation, bien entendu, Wallonie-Bruxelles et moi-même. Donc, on a eu des discussions très riches à propos de la situation actuelle en Tunisie, la situation des enfants de rue dans ce contexte pandémique. Donc, si je peux résumer, c'est comme pratiquement toute la planète. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes avec cette pandémie, surtout notamment sur le côté financier. Donc, tout le monde a eu des problèmes financiers avec le confinement et
et avec les problèmes économiques que vit la Tunisie comme tout le monde. Et donc la situation des enfants de rue, on voit qu'elle s'aggrave en Tunisie. Sinon, on a formulé avec tout le monde quelques recommandations que je vais partager avec vous. Je vais lire ces recommandations. La première, c'est l'augmentation et la valorisation du rôle des municipalités et des autorités locales dans la prise en charge des enfants en situation de rue. Deuxièmement, renforcer le rôle de la société civile à travers des moyens financiers, humains, et surtout harmoniser le rôle de la société civile avec le rôle de l'État. Tout le monde, on a vu qu'il y a il n'y a pas synchronisation ou une harmonisation parfaite entre le rôle de la société civile aussi en Tunisie et le rôle des services sociaux ou des services de l'État. Une autre recommandation, c'est le renforcement des capacités des travailleurs sociaux de rue étatiques, à travers les formations, à travers on a pensé avoir une nouvelle loi qui va aider ces travailleurs sociaux de rue, une loi plus adéquate avec leurs besoins et avec le contexte nouveau, avec l'augmentation du nombre des enfants de rue en Tunisie. Une autre recommandation, c'est on a parlé de mettre en application, mettre en évidence la loi de la responsabilité sociétale des entreprises, et essayer d'impliquer davantage les secteurs privés dans la prise en charge de cette frange vulnérable qui est les enfants de rue. Ici en Tunisie, on a voté il n'y a pas longtemps cette loi de la responsabilité sociétale des entreprises, et il y a quelques petites expériences réussites pour l'implication de ce secteur privé qu'on voit ici en Tunisie, qu'il a une grande importance de rôle de ce secteur privé, mais qui n'est pas très impliqué jusqu'à maintenant dans ce secteur. Il n'y a pas vraiment une culture, soi-disant, si on peut dire ça, où elle est nouvelle, la culture de cette RSE. Autre chose, on dit peut-être une dernière recommandation, c'est l'harmonisation et de la collecte des données et des statistiques entre la société civile et l'État, de telle sorte de rendre les indicateurs et les statistiques plus fiables. On n'a pas des statistiques vraiment ici en Tunisie qui sont très très fiables pour le phénomène ou le fléau le phénomène soi-disant de l'enfance dans la rue. On a, pour être sincère, ce sont des estimations pour la plupart. Sinon, on n'a pas, soi-disant, une photo, on ne voit pas réellement d'une façon très, très
très proche de la vérité du phénomène ici en Tunisie. Donc, je résume, donc, pratiquement, ce sont les recommandations qu'ont faites nos collègues donc, ici à Tunis. Je saisis l'opportunité pour remercier la délégation de l'Union Bruxelles de nous accueillir ici à Tunis, donc avec tous nos collègues, et merci à vous. Je suis dans les temps, je crois. Voilà, merci. Merci Tunis. Excusez-nous, être sur le chat en même temps pour reconfigurer la prise de parole. Merci Walid, merci à vous. Nous allons aller à Dakar. Abdoulaye Diouf est avec nous. Oui, je suis là. Vous avez la parole. Bonjour à tout le monde. Je voudrais un peu partager avec vous le travail qui a été fait au niveau de Dakar. Il faut d'abord souligner que le Sénégal est un pays qui se situe à l'ouest du continent africain avec une population d'à peu près de 14 millions d'habitants et une population en majorité composée de jeunes. Donc, le ministère qui a en charge la protection de l'enfant, c'est le ministère de la Femme, du Genre et de la protection des enfants. Alors, dans le cadre de la protection des enfants en situation de rue, contre le Covid-19, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Comment? Allô? Allez-y. Alors, ce ministère a lancé l'opération Zéro enfant dans la rue. Cette initiative des autorités a été l'occasion de créer une coordination, en tout cas un partenariat entre les organisations communautaires représentées par le COSAED et ce ministère-là. Donc, aujourd'hui, nous avons, dans le cadre de ce webinaire, nous avons préalablement organisé des forats au niveau du pays sur la situation des enfants, en tout cas comment les enfants ont vécu cette pandémie. Ces forats ont été organisés à Dakar, Kolda, Ziguinchor et Saint-Louis. C'est organisé par le COSAED, comme je l'ai dit, qui est un collectif d'associations qui a des interventions diverses et très complémentaires. Alors, il s'agissait à travers ces forats de partir d'un guide d'entretien qui composait, qui en tout cas avait 5 thématiques. Nous avons pensé que c'était important d'évaluer un peu la connaissance des enfants par rapport au Covid-19. Nous avons aussi pensé, parce que dans les activités que nous avons développées, il y avait une procédure de retrait des enfants de la rue. Il y avait aussi, après ce retrait, une mise en quarantaine et enfin un retour en famille. Nous avons pensé que c'était important de comprendre comment les enfants ont vécu toute cette procédure-là qui a été faite entre le ministère de la protection de l'enfant et les organisations du COSAED. Donc, concernant la connaissance, nous nous sommes rendus compte que les enfants avaient une connaissance vraiment très vague, très générale sur les problèmes du Covid-19. C'est pourquoi nous avons pensé que ces enfants-là, ils ont en tout cas besoin d'être renforcés. Nous avons aussi constaté, parce que dans le questionnaire que nous avons en tout cas utilisé, il y avait une question qui concernait de voir quelle était la population qui était plus en risque entre les enfants qui étaient dans les maisons et ceux qui étaient dans la rue. Mais les enfants ont répondu que c'était ceux qui étaient dans la rue. Mais après qu'ils aient été informés sur les problèmes du Covid-19, sur les modes de prévention, sur les modes de transmission, ils ont été en mesure de proposer des stratégies, en tout cas très pertinentes et très actuelles par rapport à leur protection à partir des données, à partir des informations qu'ils ont reçues. C'est pourquoi nous pensons qu'aujourd'hui, il y a un besoin de développer une campagne d'information et de santé. Ça, c'est une recommandation forte qui a été faite par les forats. Une bonne sensibilisation, mais qui ne serait pas simplement une sensibilisation d'information, mais une campagne de communication pour le changement de comportement. Parce que les enfants étaient en mesure d'intérioriser les informations qui leur sont données, mais aussi ils étaient en mesure, en tout cas, d'apporter des changements par rapport à leur comportement pour se protéger et protéger leurs camarades. Pour ce faire, les animateurs aussi avaient besoin d'une formation. Donc ça, c'était la recommandation forte. Concernant les procédures de retrait, les jeunes, en tout cas, ont en majorité aimé le fait qu'ils soient retirés de la rue pour les mettre dans des centres.
Il y en a cependant qui ont dit qu'eux, ils préféraient être dans la rue parce que pour eux, c'était une forme de liberté qu'ils avaient et que le fait de les prendre, de les mettre dans les centres, de les mettre en quarantaine, ça les privait de cette liberté-là et qu'eux, ils préféraient aller dans la rue. Il y en a même, d'après les informations qui ont été données par les jeunes, il y en a même qui se sont révoltés pour aller retourner dans la rue. Cependant, les enfants ont déploré le fait que pendant la période du couvre-feu, les services de répression vraiment les avaient beaucoup réprimés et que donc nous avons pensé que ce serait très important qu'au niveau local, au niveau du pays, qu'il y ait un bon plaidoyer auprès des forces de sécurité afin de favoriser chez eux le respect des droits de l'enfant et un meilleur traitement des enfants en situation de rue. Je pense que nous pensons aussi que ça c'est important. Alors, pour les conditions de quarantaine, beaucoup de jeunes ont aimé, mais beaucoup se sont révoltés. Mais le fait de se révolter, c'est parce qu'ils ont dit que ça a été fait dans la précipitation et qu'eux, ils pensent qu'on aurait pu les impliquer dans une approche participative et inclusive avec une discussion et un dialogue avec ces enfants-là pour leur faire comprendre pourquoi cette quarantaine-là. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait et que pour eux, c'est parce qu'ils n'avaient pas compris ce dont il s'agissait qu'ils ont pensé que c'était une sorte d'emprisonnement pour eux et que donc ils se sont révoltés. L'autre chose, c'était les retours en famille. C'était pareil, ils ont magnifié la collaboration qu'il y a eu entre le ministère et les organisations communautaires en pensant qu'il fallait renforcer cette collaboration, mais ils ont pensé aussi que c'était fait dans la précipitation. Et le problème aussi qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu une différence d'approche entre les ministères et les organisations communautaires. Parce que ce qui intéressait le ministère, c'était tout de suite de retourner les enfants en famille, alors que les organisations communautaires avaient l'habitude de travailler sur le retour. Ils prenaient du temps pour préparer ces retours-là, parce que pour eux, il fallait d'abord préparer au niveau des familles pour qu'une fois retournés, qu'ils ne ressortent pas. Mais malheureusement, le ministère, lui, ce qui l'intéressait, c'était tout de suite de retourner ses enfants, parce que lui, il voulait vraiment coûte que coûte retirer ces enfants-là de la rue. L'autre chose aussi, donc à partir de ça, les recommandations que nous avons pu sortir, c'est qu'il y avait aujourd'hui un besoin de doter en matériel, en moyens humains, mais aussi en matériel financier, les structures pour une meilleure préparation de ces procédures-là. Il y a aussi un besoin de plaidoyer fort que les enfants ont magnifié parce qu'ils pensent qu'il faut une collaboration entre l'État et les structures communautaires, mais il faut vraiment profiter de cette expérience de retrait des enfants à partir du coronavirus. Ils pensent qu'il fallait profiter de ça pour mettre en place des structures ou en tout cas des institutions qui permettraient un dialogue et une discussion pour harmoniser les interventions entre l'État et les organisations communautaires. L'autre chose qui s'est posée aussi comme problème, c'est que la presque totalité des enfants ont été affectés par cette pandémie-là. Aussi bien en termes de manque à gagner, parce que c'est dans la rue qu'ils trouvaient les moyens de survie, c'est dans la rue qu'ils trouvaient les moyens pour manger, mais aussi il y avait un mode de vie qu'ils avaient au niveau de cette rue-là. Les enfants ont dit qu'il y avait vraiment des perturbations au niveau de leur planning journalier et qu'au niveau de la bouffe aussi, là où ils avaient des possibilités de manger sans payer, ils ont été obligés de payer pour pouvoir manger. Donc, ça a vraiment perturbé un peu leur mode de fonctionnement, leur mode de vie. Mais certains ont magnifié le Covid-19 parce qu'ils ont pensé que c'était vraiment l'occasion pour eux de retourner en famille. Parce qu'il y en a qui sont restés 2 ans, il y en a qui sont restés 3 ans sans vraiment voir leurs parents. Et que pour eux, le fait qu'il y ait le Covid, le fait que le ministère et les organisations communautaires se soient ligués pour un peu travailler sur le retour en famille, ça leur a vraiment permis de retrouver leurs parents. Et que pour eux, c'était une bonne chose. Donc, concernant cette partie, la recommandation forte qui a été dégagée, c'est que les gens ont pensé qu'il fallait davantage de collaboration entre les structures étatiques et les organisations communautaires. Pour cela, les gens ont pensé qu'ils devaient travailler dans une commission nationale pour la protection des enfants qui regrouperait aussi bien les ministères concernés par cette problématique au niveau du pays que les collectivités locales qui ont aussi un rôle à jouer parce que les enfants sont dans les territoires de ces collectivités locales-là, mais aussi les organisations communautaires. Parce que chacun a son approche, chacun a ses stratégies, chacun a ses programmes, mais ces programmes-là gagneraient à être harmonisés, ces programmes-là gagneraient à être mis ensemble dans une synergie. Il y a aussi qu'il y a un besoin de plaidoyer fort pour que, au niveau national et au niveau international, Monsieur Diouf, il vous reste 1 minute 30. Oui, j'ai constaté. Aussi bien les organisations de soutien
des enfants pour permettre de minimiser l'impact de cette maladie. Parce que quand même, les enfants ont dit qu'il y avait beaucoup d'impact par rapport à cette maladie et que pour nous, il fallait un accompagnement à long terme, mais pas faire des actions ponctuelles. Il fallait mettre en place une stratégie qui permette d'intervenir à long terme sur la situation des enfants pour mieux les soutenir par rapport à cette situation de coronavirus. Donc, les gens ont un peu magnifié cette recommandation-là et qu'ils ont pensé que c'était important de le faire. Voilà un peu ce que, au niveau du Sénégal, les gens ont développé comme activité pendant cette période de COVID-19 et les différentes recommandations qui ont été faites pour répondre un peu à cette problématique de COVID-19 et son impact au niveau des enfants qui sont en situation de rue dans le pays. Merci. Djeradiev, merci à Dakar, merci aux 4 présentations là d'avoir non seulement tenu dans le temps, mais d'avoir détaillé non seulement la réalité, les réalités, mais aussi les recommandations qui sont faites. Nous devions écouter la Suisse, mais Nicolas ne se connectera qu'à 14h30. Donc nous proposons déjà de donner la parole à Benoît Van Kerlik s'il est avec nous. Benoît est là. Je suis parmi vous. Je me pose simplement la question s'il n'est pas plus logique de donner d'abord la parole à Int et aussi à tout seigneur, tout honneur, mais je me plie aussi à votre organisation. Donc, dites-moi ce que vous souhaitez. Après un tel appel, on ne peut pas s'effacer. Si Madame Idrissi, l'idée c'était peut-être qu'elle clôture, l'idée c'était qu'elle clôture en fait. Mais moi, je vous laisse vous entendre tous les deux. Je suis ouvert en tout cas. Eh bien alors, je me lance. Voilà. D'abord, bonjour à tout le monde et merci pour cette invitation et pour cette possibilité de pouvoir partager avec vous un certain nombre de réflexions qui sont liées au thème actuel et évidemment d'une actualité extrêmement importante pour tous nos pays. Et merci pour le partage d'expérience de tous ceux qui se sont exprimés jusqu'ici parce que c'était absolument édifiant ce que nous avons entendu. Alors, j'aurais tendance à dire que cette crise telle qu'elle a été vécue au travers de ces différents témoignages, mais nous apporte d'une part une confirmation de ce qu'on est confronté à un problème qui n'est absolument pas nouveau du tout, un problème qui est endémique dans la plupart de nos pays avec une intensité qui peut varier d'un endroit à l'autre, mais qui n'est pas neuf. Mais la crise pose à la fois de nouveaux défis, mais également, et je tiens aussi à le souligner, manifestement un certain nombre de nouvelles opportunités. Et ça a été souligné et mis en lumière par plusieurs des intervenants qui ont montré aussi en quoi cette crise permet peut-être de repenser un certain nombre de dispositifs, de réactiver des réponses de différents ordres et d'essayer de mettre en place des actions qui auraient dû être mises en place depuis longtemps, mais qui, faute d'attention, de priorités sociales, etc., ne sont pas mises en place. Alors, rappelez effectivement que tout ceci s'inscrit évidemment dans le cadre d'une protection de l'enfant et que vos différents services, vos différentes actions, tous les membres du réseau sont confrontés à des catégories d'enfants qui sont parmi les plus vulnérables, d'une part, mais parmi aussi les moins prioritaires de nos politiques sociales. Dans la plupart des cas, ce sont finalement des enfants qui sont oubliés, qui sont peu pris en charge. Les moyens qui sont accordés pour leur soutien, leur accompagnement sont absolument dérisoires par rapport au reste. Et des enfants dont on aimerait bien ne pas devoir s'occuper et qu'on aimerait bien voir s'effacer du paysage social parce qu'ils sont plus perçus comme une nuisance que comme des acteurs sociaux sur lesquels il faut compter et avec lesquels il faut pouvoir travailler.
Et donc, cette crise-ci, elle a exacerbé finalement un petit peu cette situation parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait mettre en œuvre des stratégies, si on le veut, s'adresser à eux et essayer aussi de les intégrer dans cette dynamique d'endiguer la pandémie. Il faut s'adresser à eux. Et d'une certaine façon, le fait, si on les oublie complètement à ce stade-ci, le risque est qu'ils soient vecteurs de la pandémie, du virus, et que ça affecte l'ensemble de la situation. Et donc, un peu par la force des choses, j'ai l'impression que dans certains endroits, on a dû se préoccuper de leur situation. Ce n'est pas toujours nécessairement, et je ne parle pas des acteurs qui sont autour de mon écran, je parle des acteurs publics. Ce n'est pas toujours par bonté d'âme qu'on s'est dit il faut s'en occuper, mais un peu contraint et forcé. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a certainement des nouveaux défis que cette crise a révélés, mais elle a surtout exacerbé les défis et les questions qui étaient déjà préexistantes. On a entendu la difficulté pour ces enfants de pouvoir gagner leur vie et vivre finalement enfin, pouvoir survivre et activer des moyens informels de survie qui sont devenus beaucoup plus difficiles à activer pour eux. On a entendu également le fait que en fait, on ne l'a pas trop entendu, et ça, c'est une interpellation que j'ai, le fait que finalement, toutes les mesures d'hygiène, toutes les mesures de précaution dans le cadre de la pandémie, finalement, à mon sens, doivent être vécues de manière beaucoup plus compliquée pour ces enfants-là. Se laver les mains régulièrement, porter un masque, garder des distances raisonnables par rapport aux autres. Donc, ce sont toute une série de gestes qu'on essaye d'inculquer à toute la population. Il y a d'abord, évidemment, le défi de faire parvenir cette information à ces enfants. Ça, vous l'avez très clairement souligné, il faut pouvoir mettre en place des mécanismes de passation de l'information sur la réalité de la pandémie et sur les gestes barrières à adopter. Mais il faudrait aussi qu'il y ait des moyens pour pouvoir mettre en œuvre ces mesures de précaution. Donc, manifestement, exacerber un certain nombre de défis, de besoins. On a aussi beaucoup entendu, et ça m'a frappé, l'ensemble des interlocuteurs et des témoignages ont montré la difficulté de l'articulation entre les ministères et entre les institutions publiques. J'entendais le Congo, par exemple, le nombre de ministères qui sont impliqués dans la problématique est assez impressionnant, mais ça a été cité par chacun d'entre vous. Et donc, si déjà entre les ministères, ils ont du mal à se coordonner, se mettre d'accord et voir qui fait quoi, c'est déjà un gros problème. Mais ce qu'on a entendu également, c'est la difficulté de la coordination avec la société civile et la reconnaissance de la société civile comme un acteur clé dans la lutte contre la pandémie. Parce que la société civile et vous, avec vos équipes de travailleurs de rue, vous avez les moyens d'accéder et de rentrer en contact avec ces enfants qui sont en situation de rue et donc pour pouvoir passer cette information qui est cruciale. Passer de l'information, ce n'est pas que de l'information sur la pandémie, les risques et les conséquences, mais c'est aussi sur la question des droits dans ce contexte-là. Et là, c'est de nouveau pas un problème qui est nouveau. Les enfants sont très peu et très mal informés de leurs droits. Et s'ils ont des bribes d'information, ils ont énormément de difficultés de pouvoir exercer et mettre en œuvre leurs droits. Et ça, c'est ressorti de manière très, très claire des différents témoignages. Vivre dans la rue, c'est vivre dans des contextes risqués, difficiles, où on met sa santé encore plus en difficulté. La pandémie n'a fait qu'augmenter cette situation-là.
Parmi les défis et les difficultés, ce que j'ai aussi entendu, c'est la difficulté de la récolte de données et de statistiques, qui est quelque chose de défaillant certainement à tous les niveaux et dans la plupart des contextes et dans la plupart des pays. Donc, on l'a entendu, risques, difficultés, problèmes accrus, mais sans doute pas des nouveaux problèmes, mais des problèmes qui sont exacerbés par la crise et par la problématique actuelle. Mais j'aimerais aussi insister et souligner le fait que manifestement cette crise a été aussi la source d'opportunités et de pouvoir renforcer un certain plaidoyer et apporter des réponses à des difficultés qui ne sont pas nouvelles, mais où on a estimé qu'il fallait les aborder différemment. Je prends l'exemple de la détention des enfants qui sont privés de liberté. En tout cas, pour la RDC, ça a été dit assez clairement. On a enfin pris conscience du fait qu'il fallait sortir tous ces enfants d'un lieu de détention qui est surpeuplé, qui n'est pas adapté, où il n'y a pas l'hygiène adéquate et où il est impossible de pouvoir respecter les gestes barrières, etc. Et donc, je suis particulièrement heureux d'entendre que ça a pu être mis en place dans certains lieux. Je ne suis pas certain que ce soit le cas partout, mais je sais aussi qu'au niveau international, il y a eu une dynamique qui a poussé les différents acteurs à être beaucoup plus actifs dans les alternatives à la détention. Alors, avec le risque évidemment qu'on se contente de sortir ces enfants d'un lieu de détention, mais qu'on n'active pas d'autres mécanismes. Ici, ce que j'ai entendu, c'est qu'on a activé d'abord l'approche institutionnelle dans des centres d'accueil, etc., ce qui est une situation transitoire certainement meilleure que la rue et la prison, mais qui est loin d'être optimale. Mais ce que j'ai entendu aussi, c'est qu'on a essayé de favoriser la réintégration familiale et que dans un certain nombre de cas, c'est quelque chose qui a pu donner des résultats. Je pense que c'était au Sénégal que cette question a été surtout mise en lumière. Donc, une opportunité. Vous concluez, Benoît? Oui, une opportunité par rapport à ça. Une autre opportunité quand j'entends le programme de l'UNICEF, Zéro enfant dans la rue. De nouveau, c'est quelque chose qui... bon, c'est un beau slogan, on sait qu'il est peut-être en partie réaliste, mais c'est un objectif vers lequel on doit tendre, et donc cela implique qu'il y ait une véritable stratégie concertée et réfléchie par rapport à ça. Et je terminerai par un élément qui me paraît fondamental et qui a aussi été abordé par plusieurs des intervenants, c'est la question de la participation des enfants, quelle place on donne aux enfants, quelle place on donne à la parole des enfants. Et donc, ce que j'ai entendu, c'est qu'on s'est inquiété et on a été les questionner et leur demander quelles sont leurs attentes et leurs souhaits. Et bien plus, on leur a demandé quelles sont leurs solutions en se disant qu'ils sont aussi des experts de leur propre vécu et capables de pouvoir proposer des solutions par rapport aux situations qu'ils rencontrent. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Merci Benoît. Ah ben voilà Nicolas, je posais justement la question. Très bien Nicolas, vous allez mieux? Ça va, c'est pas très agréable. On est solidaires. Courage. Merci. Bonjour à vous. On vous donne tout de suite la parole? Comme vous préférez. On vous attendait, donc c'est parfait. Benoît vient de terminer. Magnifique. Alors, du coup, malheureusement, on n'a pas été beaucoup pour cette rencontre. On était passablement décimés par ce Covid-19. Du coup, on était censé être 5 et puis on a fini à 2. Du coup, ça, malheureusement, il n'y aura que des avis de 2 régions en Suisse. Mais pour avoir discuté avec d'autres collègues, c'est des avis qui vont se rejoindre. Du coup, nous, on souhaitait poser peut-être déjà un contexte un petit peu général en Suisse, où finalement, nous, on ne rencontre pas tellement de situations d'enfants dans la rue, parce que les autorités elles vont principalement se focaliser sur l'enfant qui est extrêmement protégé chez nous. Mais malgré tout, ça n'empêche pas que les enfants ils soient violemment touchés par une situation d'un parent à la rue qui sera bien plus délaissé par les autorités, justement, qu'un enfant. On a pu constater aussi que le fait qu'un enfant qui bénéficie d'une telle protection est de manière générale une très bonne chose parce que ça permet d'assurer la sécurité de l'enfant au maximum.
Mais on a vu que ça plaçait parfois un peu comme une épée de Damoclès sur la tête des parents qui bien souvent, justement, ils ont cette menace du retrait qui plane et puis ils ont un peu le sentiment d'être délaissés et très peu soutenus par les autorités, justement, de placement des enfants. Nous, on pensait pouvoir expliquer cela parce que le système suisse, le système suisse dans ce domaine, il n'est pas hyper sain parce qu'il y a un manque criant de moyens humains, ce qui fait que du coup, il s'apparente plus à un service de contrôle plutôt qu'un service d'aide. Donc nous, ce qu'on voulait principalement dénoncer ici, c'est le fait qu'il y a une fâcheuse tendance à vouloir placer et absolument retirer la garde de l'enfant plutôt que donner des outils aux parents ou leur proposer d'autres alternatives, comme par exemple des formes d'intervention en milieu ouvert, qui est encore bien trop peu développée par chez nous. Et tout ça dans un souci de sécurité principale pour l'enfant, quoi. Mais du coup, ça crée malheureusement quelques dérives. Et puis, ça nous a amené sur une dernière réflexion, où c'est vrai que le placement, il est nécessaire et même judicieux des fois, mais on se demandait justement les séquelles qu'un placement pouvait laisser sur un enfant ou les séquelles qu'un enfant pouvait avoir dans le fait de vivre chez des parents qui ne sont pas forcément adéquats. Et du coup, ça nous a emmené sur le questionnement suivant, c'est vaut-il mieux une cellule familiale présente, mais pas très bienveillante, ou bien une cellule familiale inexistante? Donc ça, c'est une réflexion qu'on va poursuivre, mais qu'on trouvait très, très intéressante, en tout cas pour notre contexte à nous. On souhaitait poursuivre après sur le contexte des travailleurs de rue en Suisse, donc en lien avec ce Covid-19. C'est vrai que là, actuellement, on est dans une période de grande fragilisation des liens sociaux. Pour nous, il n'est plus tellement possible de pouvoir voir les jeunes qui errent, mis à part avec ceux avec qui un lien a déjà été créé. Donc, il est vraiment pour nous très compliqué de se connecter avec des personnes qui ne sont pas connues, qu'on ne connaît pas. Et puis ça, malgré le fait qu'on ait développé des outils au niveau des réseaux sociaux ou bien qu'on ait mis en place des permanences téléphoniques, c'est vraiment des choses qui ne sont pas du tout utilisées par des jeunes qui ne connaissent pas notre service. Malgré cette difficulté à créer de nouveaux liens, on a quand même pu observer pas mal de côtés positifs, avec par exemple une implication des parents chez certains jeunes, alors qu'auparavant, c'était pas du tout le cas, ou encore la mise en place de nouvelles dynamiques pour les jeunes qui étaient inexistantes avant justement cette période compliquée. Donc, ce qui complique aussi au niveau de la création du lien, c'est un peu... Oui, non. C'est toutes ces différentes contraintes sanitaires et l'absence en fait, on nous coupe un petit peu nos possibilités d'action parce que du coup, on ne peut plus mettre d'animation ou d'événements en place. Et cette absence d'occupation pour les jeunes, cette absence de proposition occupationnelle, du coup, pour les jeunes, elle nous inquiète passablement, en tout cas au niveau des travailleurs sociaux, mais c'est une inquiétude qui a été partagée par les forces de l'ordre également, avec une réelle crainte de l'accentuation de la petite délinquance, du fait de l'ennui et qu'il y ait de l'absence d'alternative en fait. Du coup, nous, ce qu'on peut constater, c'est que c'est les jeunes qui payent principalement, en tout cas chez nous, ces nouvelles mesures sanitaires. Et on craint que ça ait des conséquences assez dévastatrices pour eux, parce que du coup, la première fois, ça s'est plutôt bien passé. Mais là, on est de plus en plus avec des jeunes qui dérivent vers un discours complotiste par rapport à ce Covid-19 et qui constatent également, parce que j'ai l'impression que c'est le cas, les dérives autoritaires qui sont utilisées et sécuritaires par rapport à cette crise sanitaire. Mais du coup, ils s'engouffrent pleinement dans cette brèche, ces jeunes. Et puis, c'est vrai que c'est assez compliqué à les en sortir. Je voulais peut-être vous partager le témoignage que j'ai recueilli d'un jeune homme de 17 ans
Donc, il me disait, mec, dans cette période, il y a tout qui est bloqué. Il n'y a pas de job, pas de stage. C'est impossible de remonter dans le train. Du coup, on est laissé sur le côté. On nous demande de fermer nos bouches et vivre avec 50 ou 60 balles par semaine. Comment on fait, hein? Comment voulez-vous nous empêcher de trouver des alternatives illégales pour sortir de la merde si vous ne nous proposez rien? Après, venez pas nous dire qu'on est violent, qu'on fait n'importe quoi, alors que le système dans lequel on est lui-même provocateur de toute violence. Donc une phrase qui moi, m'a beaucoup touché et qui m'a amené à réfléchir sur les dérives finalement qui sont partagées par mes collègues de la plateforme du travail social, où finalement les postes à responsabilité, ils sont de plus en plus occupés par des profils que j'appelle managériales, donc qui sortent de la haute école de gestion, qui sont des juristes, des économistes, et qui vont principalement être axés sur le profit et les économies plutôt que sur l'aspect humain. Et ce point-là, il commence à être ressenti par pas mal de jeunes qui trouvent ça extrêmement violent. Donc une forme de violence symbolique. Pour nous, du coup, du côté suisse, on peut plus du tout... on peut plus intervenir. Donc, toutes nos interventions dans les écoles ont été suspendues. Du coup, notre travail, maintenant, il va s'axer principalement sur la prévention et la discussion avec les jeunes dans la rue. Et puis, justement, on constate qu'il y a vraiment un phénomène de ras-le-bol qui commence à s'installer. Et c'est vrai que nous, pour garder le cap, faut déjà qu'on se sente bien nous-mêmes en tant que travailleurs sociaux. Et puis, avec le monde comme il est actuellement, c'est vrai que l'avenir est plutôt noir que rose. Et du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de travailleurs sociaux qui partageaient justement cette difficulté à motiver et à continuer à y croire pour cette jeunesse, alors que finalement, eux-mêmes ont peu d'espoir en l'avenir, quoi. Et puis, avec des discours du type moi, je voudrais pas avoir 20 ans aujourd'hui. C'est vrai que ça complique après l'idée de pouvoir après soutenir et accompagner le jeune dans ses différentes difficultés ou questionnements. Il reste une grosse minute. Parfait, ouais. Alors, par rapport, sinon, alors, je vais peut-être sauter quelques petits trucs. C'est vrai que du coup, pour les éducateurs ici, la liberté d'action, elle a vraiment été respectée pour chacun par rapport aux craintes de chacun. Donc, il y avait possibilité d'aller dans l'espace public ou bien de faire du télétravail. Donc, ça a plutôt été une bonne chose. Par rapport à notre public cible, c'est vrai que c'est lui qui a principalement, donc des jeunes de 10 à 25 ans, c'est lui qui a principalement pris les amendes pour le non-respect des règles et la distance et puis le nombre de personnes qui est accepté dans l'espace public. Puis du coup, nous, on a pu constater une forme d'ambiguïté entre l'aide et la répression de la part des forces de l'ordre, parce que la police avait quand même parfois une tendance à exagérer au niveau des amendes qu'elle infligeait. Par exemple, chez nous, c'était 5 personnes maximum réunies dans l'espace public. Et puis la police se mettait à un endroit où elle voyait qu'il y avait un groupe de 5, et puis dès que la 6e arrivait, hop, on allait mettre une amende. Donc il y avait un peu l'idée de chercher la petite bête, mais qui s'explique malheureusement par un besoin de remplir les caisses étatiques qui sont à sec, en tout cas dans la région où j'habite. Du coup, c'est un harcèlement que les jeunes ont ressenti et et ils nous l'ont verbalisé du fait qu'il était encore plus accentué, parce que c'est un harcèlement qui était déjà présent avant chez notre public cible, du fait de leur couleur de peau, du style vestimentaire ou de l'endroit où ils traînent. Et puis du coup, ils ressentaient vraiment une accentuation de cet harcèlement des forces de l'ordre qui continuaient justement les contrôles aux faciès, et puis qui en plus là arrivaient avec des amendes par rapport au manque, au non-respect des règles sanitaires. Vous terminez? Oui, du coup, on voulait juste souligner aussi le manque de reconnaissance de la part des pouvoirs publics ici en Suisse. En tout cas, dans la région de ma collègue qui était du côté de Fribourg, où souvent les autorités leur posent la question mais finalement, est-ce que le travail que vous faites ne pourrait pas être fait par quelqu'un d'autre?
Du coup, ça amène pas mal de difficultés à se définir pour le travailleur social de rue. Et nous, on a décidé de partir sur une phrase qui disait que notre travail n'est pas indispensable et que dans un monde idéal, il ne devrait pas exister, mais que malheureusement, il est utile pour la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et puis qu'on était très content qu'il y ait à disposition ces différentes plateformes, en tout cas notre plateforme en Suisse, pour pouvoir échanger sur ces problématiques de terrain qui finalement sont globales, et puis justement de cette plateforme Dynamo qui permet d'avoir des constats et des avis plutôt de plus loin que chez nous. Très bien. Voilà pour moi. Merci à Nicolas pour la plateforme suisse. J'ai oublié peut-être de dire que Benoît van Kiersbeek prenait la parole en tant que directeur de défense des enfants international DEI, donc expert ONG dans la matière, et qu'il est l'ancien président du comité exécutif international de DEI. Voilà. On va, si elle veut bien, donner la parole à Madame Idrissi, donc professeure de droit auprès de l'université Mohamed V à Rabat, consultante internationale dans le domaine des droits de l'enfant et membre du comité des droits de l'enfant des Nations Unies à Genève. L'idée, comme évoqué tout à l'heure, c'est de lui permettre de prendre la parole sur toute cette matière et de terminer le cycle des intervenants avant les questions-réponses. Madame Idrissi, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Donc, merci pour votre invitation. Clôturer n'a jamais été quelque chose de simple, notamment devant la richesse des différentes interventions qui ont eu lieu, en partant de la RDC, Vietnam, Tunisie, Sénégal, et avec la Suisse et notre collègue Benoît. Mais comme en fait, il y a une similitude de difficultés et en même temps, je vais commencer par les opportunités. Les difficultés sont quasiment les mêmes avec plus ou moins d'acuité selon les pays, selon les régions, mais je vais commencer quand même par des opportunités pour rester assez positif. Cette situation de pandémie Covid-19, avec toutes les restrictions qu'elle a entraînées, des mesures de confinement général, des mesures de confinement partiel, c'est une situation inédite, elle est nouvelle pour l'ensemble des pays. D'accord ? Ce qui était considéré comme un petit passage est en train de prendre de l'ampleur et de s'ancrer dans la durée. Et par conséquent, même au niveau des instances les plus importantes au niveau de la santé, et là je parle de l'OMS, donc il y avait tellement de discours différents du jour au lendemain, mais bref, les États eux-mêmes n'étaient pas soutenus ni préparés pour justement pour trouver les moyens nécessaires, les moyens adéquats, les moyens justes, les moyens justifiés et les moyens proportionnels pour faire face à cette pandémie qui a dépassé tout le monde. Les opportunités que j'ai pu recenser à travers ce que vous avez dit et mon vécu également, c'est cette solidarité, mine de rien. Il y a eu une solidarité nationale, une solidarité que nous n'avons pas vue auparavant. Du jour au lendemain, il y avait un confinement. Du jour au lendemain, il y avait des pertes de ressources. Les gens, la plupart des pays qui, là, ce que je viens d'entendre, y compris le pays dont je suis originaire, le Maroc, une bonne partie de la population travaille dans le secteur informel. Ce confinement général a entraîné directement une perte de revenus pour une majorité de la population. Et il y a eu une tendance de solidarité qui a permis la création de fonds de solidarité, qui a permis le transfert de cash, qui a permis, vous avez donné des exemples au Vietnam, des marchés où il y a accès gratuitement aux légumes, la distribution des masques, l'implication du secteur privé, même s'il faut encore renforcer l'implication de ce secteur qui est à un état embryonnaire, mais qui est plus ou moins développé selon les pays. Donc, il y a des opportunités qui, à mon avis, cette pandémie a fait ressurgir et qu'une fois que cette pandémie passera, il faut veiller vraiment à le renforcer. Et parmi les opportunités également, je m'arrêterai sur la question de la justice des enfants. Nous avons vu que si les États, tout au long de
par exemple, depuis qu'ils ont ratifié ou adhéré à la Convention des droits de l'enfant, le Comité des droits de l'enfant n'a pas cessé de dire revoyez votre système de justice, revoyez les législations, proposez des solutions alternatives à la privation de liberté, etc., etc. Il a fallu que cette pandémie arrive pour lutter contre la surpopulation qui est vecteur de transmission par excellence de la pandémie. On était obligé de prendre ces décisions, de trouver d'autres solutions à la privation de liberté. Et moi, je trouve que c'est une opportunité qui va nous emmener à réfléchir sur le système de la justice des enfants dans l'avenir. Mais il y a des points sombres que tous les pays partagent. Et ce n'est pas pour rien que début avril, le Comité des droits de l'enfant, il a adopté une déclaration à l'intention de l'ensemble des États, attirant leur attention que certes, c'est une période difficile, mais les enfants sont émotionnellement, physiquement et psychologiquement vulnérables et ils sont vraiment c'est une population très affectée par la situation de Covid, premièrement la situation sanitaire, plus l'impact des mesures prises dans un premier temps pour faire face à cette pandémie. Comme je vous ai dit, soit un confinement général, soit un confinement partiel. Donc là, si je m'arrête uniquement sur la question des enfants en situation de rue, et si je résume un petit peu ce que les différents intervenants nous ont évoqué, il y a des stratégies diverses. J'ai entendu 0 enfant en situation de rue, ça veut dire qu'il y a une stratégie de ne plus vouloir voir un seul enfant en situation de rue, donc quelle que soit la stratégie adoptée, sachant que dans l'observation générale numéro 21 adoptée par le Comité des droits de l'enfant sur les enfants en situation de rue, il n'y a pas une stratégie, il y a des stratégies, mais ces stratégies doivent être fondées sur l'approche droit de l'enfant, donc respectueux de la dignité, de la non-discrimination, de l'intérêt supérieur de la vie, la survie et le développement, et donc être fondées sur une approche droit de l'enfant à long terme pour éviter soit justement cette approche sociale, soit l'approche répressive. Ça veut dire endiguer toute présence d'enfants en situation de rue. Et il y a d'autres stratégies, ça veut dire qui travaillent, qui impliquent les enfants en situation de rue par une meilleure implication, par une meilleure sensibilisation. Pourquoi ? On vient et on rafle les enfants au Sénégal. J'ai entendu le collègue du Sénégal parler qu'il y a eu une certaine révolte et Dieu sait que s'il y avait une implication de ces enfants, ça veut dire une participation, une meilleure sensibilisation, on leur explique en quoi ça consiste et pourquoi ces mesures seront prises, il y aurait eu adhésion à ces mesures. On vient et on rafle du jour au lendemain, donc là, c'est vraiment, nous sommes dans la stratégie répressive et punitive qui a toujours qui a donné les pires résultats. D'accord ? Donc, cette stratégie relayée par quelquefois des médias représentant des situations, je ne sais pas, je ne dirais pas de délinquance, mais bon, représentant des problèmes de déviance ou de délinquance qui ont toujours un lien avec les enfants en situation de rue, exacerbe la perception, l'opinion publique et la perception de cette population des enfants en situation de rue. Donc, je ne vais pas m'attarder, mais ce que j'ai entendu comme défi pour prendre en charge, ça veut dire concevoir une prise en charge fondée sur les droits de l'enfant pour ces enfants en situation de rue, sachons-le, dans une situation de non-crise sanitaire, ils sont déjà considérés comme une population d'une vulnérabilité. Une vulnérabilité qui est diverse, une vulnérabilité qui est multiforme, une vulnérabilité qui n'est pas homogène. Une fille en situation de rue n'est pas un garçon en situation de rue. Un enfant en situation de rue qui n'est pas en situation de handicap est différent d'un enfant en situation de rue, mais qui est également en situation de handicap et qui est également une fille ou un LGBTI ou autre.
Donc, les vulnérabilités, elles sont multiformes et cette population, les enfants en situation de rue, ce n'est pas une population homogène. Donc, la réponse, elle doit prendre en considération toutes ces différences, mais les défis sont les mêmes. Vous les avez tous pointés des doigts. Et au Comité des droits de l'enfant, nous recensons toujours les mêmes défis. C'est un défi de coordination. Qui fait quoi? Qui est chargé de concevoir, de mettre en œuvre, de faire le suivi d'une stratégie nationale de la politique concernant les enfants en situation de rue? Il y a un problème de collecte de données. À peu près la prévalence de cette situation des enfants en situation de rue. Le problème budgétaire, nous savons tous que tout le monde, les instances les plus autorisées parlent d'une récession mondiale sans précédent. Et dès que la période du Covid a commencé, il y a eu beaucoup de problèmes budgétaires, donc des pertes d'emplois, des pertes de revenus, des restrictions budgétaires, des révisions des lois de finances, et sans oublier que, étant conscient de cette situation, le Comité des droits de l'enfant n'a jamais cessé de répéter et de souligner que lorsqu'il y a des restrictions budgétaires, elles doivent être justifiées, elles doivent être ponctuelles, elles doivent être nécessaires parce que l'objectif, c'est que l'État doit aller jusqu'au bout de ses moyens et aller jusqu'au bout de ses moyens, ça veut dire donner le meilleur de lui-même dans la mesure des moyens dont il dispose pour satisfaire les droits de l'enfant. D'accord? Donc, quel est l'impact? Parce que j'ai cru comprendre qu'on souhaitait m'entendre également. J'ai fini? Vous pouvez conclure, s'il vous plaît? Je conclue tout de suite. Merci. L'impact de l'observation générale numéro 21, on ne peut pas dire il y a eu un certain impact, mais ce sont des manifestations de cette nature-là, de cette envergure, qui auront davantage un impact pour que les États s'approprient cette observation générale numéro 21 concernant les enfants en situation de rue et comment les États doivent adopter et s'adapter avec ces enfants qui sont avant tout des enfants qui n'ont pas besoin de charité, comme ils l'ont dit, mais qui ont besoin d'être pris en considération, impliqués, associés avec des solutions durables. Et je vous remercie pour votre invitation. Merci Madame Idrissi, merci à vous. Nous allons tâcher d'enchaîner avec les questions. Mathilde est avec nous. Rapidement, notre stratégie élaborée via le chat. On a 6 grandes questions générales répertoriées par Mathilde. L'idéal, ce serait que chacun des intervenants puisse s'emparer d'une réponse. Honneur aux dames, je commencerai par Madame Touy. Donc, Mathilde va lire les 6 questions qui ont été posées par le chat et puis on demandera aux intervenants de bien vouloir y répondre. Mathilde, à vous la parole. Merci. Donc, je n'ai pas eu la tâche facile. Hein, il y a eu énormément de commentaires, énormément de questions. Je vous remercie pour ça. Donc, on ne va pas poser des questions directement. J'ai essayé en fait de le regrouper par thème. Donc, je ne vais pas reprendre les questions qui ont été posées mot à mot. Je vais vous proposer des thèmes. Et ensuite, merci à nos intervenants, en tout cas, de revenir sur ça. Avant ça, je vais souligner quand même quelques commentaires qui ont été posés dans le chat et qui peuvent compléter les recommandations qui ont été dites. Des commentaires par rapport à l'approche pluridisciplinaire pour aller en rue. Ça a été dit à plusieurs reprises. Le besoin de formation pour des interventions en termes de santé mentale, autant pour les enfants que pour les travailleurs, que pour les familles. Je tiens à souligner aussi la créativité des travailleurs sociaux de rue dans toute cette période. Ça a été dit à plusieurs reprises, souligné aussi à plusieurs reprises. Par exemple, les centres d'accueil d'urgence qui ouvrent leurs portes de façon un petit peu différente, etc.
Et enfin, un peu ce que disait Nicolas tout à l'heure sur la coordination entre les travailleurs sociaux de rue, le partage de pratiques entre les pairs qui a été d'une grande aide pendant toute cette crise et qui fait que peut-être les travailleurs sociaux de rue sortent de leur isolement. Voilà. Je vais un petit peu sur les questions. Et donc, les grands thèmes. Il y a pas mal de questions autour de la santé mentale sur les enfants, donc des conséquences de cette crise sur la santé mentale des enfants. Donc, si quelqu'un pouvait nous en dire un petit peu plus. Il y a pas mal de questions sur le travail de coordination. Donc, le travail de coordination entre les travailleurs sociaux de rue, la société civile, entre la société civile et les autorités publiques, mais aussi avec le secteur privé et aussi avec le secteur de la justice. Voilà, un peu des questions autour de ça. Donc, comment améliorer encore cette coordination et aller encore un petit peu plus loin. Il y a des questions aussi sur le fait que beaucoup de pays vont à travers ce qu'on appelle la seconde vague. Donc, la pandémie n'est pas finie et elle nous réserve encore des surprises et certainement encore des mauvaises surprises. Il y a les gestes barrières qui reculent. Donc, il y a des questions sur comment on fait pour remettre au centre ces questions-là, comment on aborde les enfants qui sont parfois un petit peu suspicieux, qui parfois en ont marre, comment les convaincre et comment aller jusqu'à la prise en charge. Donc, comment remettre ça un peu sur le devant de la scène. Il y a des questions aussi sur les enfants en détention. Et là, peut-être que Benoît aussi peut avoir un petit mot. Donc, est-ce qu'il y a des leçons tirées ou des leçons apprises de ce qui s'est passé dans certains pays par rapport à ça pendant la crise? Il y a des questions sur les regroupements et les rapprochements familiaux. Il y a eu des commentaires dans le chat assez contradictoire d'une certaine façon. Certains pays parlent de quelque chose de plutôt positif puisque certains enfants ont peur, donc le rapprochement familial a été plus facile. Et en fait, dans d'autres pays, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et justement, il y a eu plus de fugues et les enfants sont peut-être un petit peu voilà, partagés entre plusieurs sentiments. Donc, en même temps positif et négatif. Et enfin, une question sur la stigmatisation des enfants. Ça, c'était peut-être un peu plus adressé à Joly en RDC sur, voilà, est-ce que ça a renforcé une stigmatisation négative des enfants en situation de rue. Il y a plusieurs personnes faisaient le parallèle avec les enfants sorciers. Donc, est-ce que cette contagion a eu un effet encore plus négatif sur la stigmatisation des enfants en situation de rue? Donc, si je peux reprendre mes 6 thèmes, il y a la santé mentale, le travail de coordination, les gestes barrières, comment on fait pour les remettre sur le devant, la détention des enfants, les regroupements et les rapprochements familiaux, et enfin, est-ce que la stigmatisation est encore plus importante? Voilà. Merci la parole. pour ce travail en temps réel. Qui se lance? Madame Thuy, vous avez une question qui vous plaît particulièrement? Moi, je suis beaucoup sur la santé mentale des enfants, de tous les enfants même. Allez-y, mais sachez que pour les 6 réponses, nous avons 10 minutes en tout. Non, j'ai des questions plutôt que des réponses. Parce que chez nous, question de santé mentale, c'est un manque vraiment considérable pour les enfants. Comme médecin, pour la population, on a 8 médecins sur 100 000 habitants. C'est-à-dire pour médecins généraux. Question d'une intervention proactive pour les enfants qui ont des problèmes psychologiques et problèmes mentaux. Ça s'avère très difficile pour les familles. Et plus pour les enfants qui sont sans appui familiaux. Moi,
j'ai aussi soulevé la question de santé mentale dans nos recherches, dans nos réunions du réseau. Et on a des petites formations, mais je pense des petites formations pour les travailleurs sociaux d'entamer la chose, d'identifier les problèmes de l'enfant plutôt, de pouvoir régler, traiter les problèmes. Et je compte aussi pour voir dans d'autres pays, avec ces manques de soutien, de manque d'expertise dans le problème, comment on se soit pour accompagner les enfants qui ont des problèmes psychosociaux et aussi accompagner les familles pour les former dans la protection et dans les soins pour le propre enfant. C'est une question plutôt qu'une réponse. Merci. Oui, très bien. Donc, ça élargit la thématique santé mentale. Quelqu'un d'autre parmi les intervenants? Moi, je voudrais, s'il vous plaît, oui. Moi, je voudrais. Monsieur je pense que, oui, moi j'ai ici un médecin psychiatre qui est très impliqué dans l'accompagnement des enfants. Je pense que ce serait bien que lui, il vienne un peu nous parler de cette problématique de crise de santé mentale, sur la santé mentale des enfants et tout ce qu'il y a autour. C'est ce que je propose. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On garde ça comme proposition à gérer dans la plateforme à un autre moment. Sur la santé mentale, d'autres éléments? Madame Idrissi? Je ne vais pas apporter un éclaircissement, mais je vais juste apporter une certitude. C'est que la question de la santé mentale est une question très importante et c'est un défi. C'est un défi pour une bonne partie, et je peux très bien m'aventurer et dire pour la majorité des États que nous auditionnons au sein du Comité des droits de l'enfant. La question de la santé mentale pose de réels problèmes en termes de ressources humaines, déjà très peu de médecins, de pédopsychiatres en général pour pouvoir accompagner les enfants qui en ont besoin. La question de la santé mentale, elle est exacerbée pendant la période du Covid, notamment l'augmentation de l'anxiété, les risques de s'adonner à de tout ce qui est drogue, matières psychotropes, violence intrafamiliale, violence entre les pairs, etc. Donc, certes, c'est une dimension fort importante, mais les États souffrent d'un réel manque en la matière, très très peu. Jolie, à Kinshasa. Effectivement, la question relative à la stigmatisation à Kinshasa, oui. En République démocratique du Congo, le contexte Covid a permis effectivement les rapprochements des enfants avec la famille, avec leurs familles respectives, mais aussi la société. Parce que dans plusieurs structures qui accompagnent les enfants en situation de risque, face à COVID-19, nous avons rencontré les enfants qui ont même manifesté la volonté de rentrer en famille après même plusieurs années, plusieurs mois de vie à la rue. Les enfants ont décidé de rentrer en famille et puis en famille, les enfants ont été accueillis. Ce qui a posé problème, c'est la précarité de ces familles-là, parce qu'au cas de Serre, à Kinshasa particulièrement, nous avons connu le cas de 3-4 enfants qui se sont précipités vite de rentrer en famille, mais malheureusement, 2 semaines après, avec la famine, avec des difficultés de vie en famille, les enfants sont rentrés, continuent à prendre les risques de la rue. Mais la stigmatisation s'est aggravée du côté de forces de l'ordre, la police et d'autres services qui, à l'occasion de contexte Covid, ont exagéré leurs actions de violation effectivement des droits des enfants. Ou même certains enfants qui ne sont même pas des enfants en situation de rue se sont retrouvés arrêtés et inquiétés par la police et c'était vraiment désagréable. Par rapport à notre collègue Théo Lhuillier, salutations de Kinshasa, je me rappelle quelques rencontres avec Théo.
les enfants accusés de sorciers, c'est un phénomène qui persiste à Kinshasa et particulièrement dans des églises. Plus d'une fois, ce phénomène trouve une explication dans la pauvreté. Parce que les mêmes enfants qui sont traités de sorciers dans des familles modestes, dans des familles bien, ne sont pas sorciers. On prend généralement l'exemple d'un enfant qui fait pipi au lit, tout simplement parce que ce jour-là, il a eu accès au coca. Et les enfants qui prennent le coca à Kinshasa, au Congo, ne sont pas très nombreux. Et donc, un enfant qui a eu le coca ce jour-là, qui est allé au lit, qui a fait pipi, est traité de sorcier parce que l'enfant vit dans une famille pauvre, mais le même enfant peut faire pipi 2 fois la semaine dans une famille modeste et la famille ne dira à personne que l'enfant est sorcier. Donc, voilà de manière ramassée la réponse à ces 2 questions. Merci, Joly. Peut-être Benoît sur la détention des enfants comme suggéré. Oui. Joly, je pense qu'on me passait la parole, mais tu voulais ajouter quelque chose? Non, pas ajouter quelque chose, mais confirmer ce que Benoît a dit. Le contexte Covid a considérablement fait avancer les recours aux alternatives de la détention en République démocratique du Congo. Et c'était aussi une bonne occasion pour, face à la réalité, de faire accélérer la mise, le fonctionnement des comités de médiation prévus dans les tribunaux pour enfants. Merci. Oui, mais donc comme Joly vient de le souligner, et ça c'est vraiment réjouissant, c'est qu'il y a eu une prise de conscience particulière dans certains pays et dans certaines régions de certains pays, pour être plus précis, d'une vulnérabilité extrêmement importante des enfants privés de liberté dans le contexte du Covid, en particulier quand on connaît les conditions et le contexte de la privation de liberté dans de nombreux pays où manifestement il est impossible, tout simplement impossible de respecter le moindre geste barrière et la moindre consigne d'hygiène, etc. Et donc ça, c'est effectivement un des éléments qui est positif. Au niveau international, il y a eu des appels répétés, importants, soutenus par différentes instances, notamment le Comité des droits de l'enfant, de favoriser toute mesure alternative à la détention et de mettre en place un retour de l'enfant dans son milieu familial. Mais ce que je voudrais souligner et ce qui me semble ressortir de certaines interventions, c'est que ceci doit se faire aussi de manière accompagnée et de manière réfléchie dans le cadre d'une stratégie à long terme. Parce que, effectivement, le risque de les sortir de la rue, de la prison, et si c'est pour les sortir de la prison et les laisser à la rue, finalement, on remplace un mal par un autre mal et ce n'est pas nécessairement une perspective intéressante. Et donc, s'il y a une réintégration dans le milieu familial, cette réintégration doit être accompagnée, la famille doit être soutenue et idéalement, il faut aussi préparer la famille. Maintenant, dans le contexte de la pandémie, c'est quelque chose qui a été beaucoup plus difficile et de préparer la famille. Mais par contre, je dirais que tout ce phénomène a été révélateur d'une chose, c'est qu'un nombre important d'enfants qu'on estimait devoir enfermer avant parce qu'ils ne pouvaient pas être pris en charge autrement, on a la preuve qu'ils peuvent être pris en charge autrement. Et donc, je dirais que c'est le plus bel exemple pour démonter un discours que bon nombre d'intervenants utilisent encore, qui est de dire « mais non, on les enferme parce qu'on n'a pas moyen de faire autrement ». Aujourd'hui, on a démontré le contraire et il faut utiliser ces exemples pour dire « écoutez, arrêtez de nous faire croire qu'on n'a pas d'autre choix que de les enfermer. Oui, il y a d'autres possibilités. Ça a été maintenant démontré par A plus B. » Très bien. Merci Benoît. Le regroupement familial, quelqu'un veut prendre la parole ? Sinon, on peut passer aussi aux gestes barrières pendant la deuxième vague. Pas d'éléments de réponse. La coordination peut-être, Edwin de Bouvet.
Oui, la concertation, la coordination, plusieurs intervenants effectivement regrettaient le fait que entre les États, entre les administrations, entre les ministères et la société civile, il y avait parfois des lacunes, des faiblesses, alors que on le voit bien dans la plupart des exemples, c'est là où des vraies coordinations et un vrai travail en commun est réalisé qui a les meilleurs résultats. Et donc, on a tout intérêt effectivement à développer, je dirais, ces lieux de concertation et de travailler main dans la main par rapport à la protection de l'enfance. Je voulais aussi dire que on a entendu dans les différents témoignages le fait que pour certains pays, ils se posaient la question de savoir si le travail de rue dans le contexte du Covid est encore nécessaire. Par contre, il y a d'autres pays, je pense notamment à la Belgique, où on considère effectivement le travail de rue comme quelque chose d'essentiel. Ce sont des services essentiels aux besoins de la nation et à la protection de la population. Et on le voit bien effectivement dans les différents témoignages, à quel point un travail préventif comme celui du travail de rue peut aussi avoir une utilité et a une utilité particulière dans des contextes de crise. Dans la plupart des témoignages, on le voit bien effectivement cet intérêt-là. Voilà. D'accord, merci. Edwin, gardez la parole. On est au bout de l'exercice, vraisemblablement. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, je voulais d'abord, en tout cas, remercier à tous les participants, tous les panélistes qui ont fait cet exercice, pas toujours très facile, hein, la virtualité des choses, ça reste quand même quelque chose auquel on n'est pas tellement habitué. Vous allez voir effectivement sur votre écran les différents liens, puisque différentes activités vont encore être organisées dans le cadre de Web de rue, un webinaire tout à l'heure en espagnol, pour ceux qui parlent l'espagnol, sur le thème effectivement de l'influence de l'effet Covid, en tout cas sur l'équilibre des enfants. Et puis à 18h, une vidéoconférence en français, cette fois-ci, avec Olivier de Scuter, entre autres, qui est rapporteur spécial des Nations Unies dans la lutte contre la pauvreté et les droits de l'homme, les droits humains, pardon. Donc, à 18h, je vous propose en tout cas, je vous invite à vous brancher pour regarder cette vidéoconférence. Vous aurez aussi l'occasion de repartager tous les contenus de la semaine web de rue sur un Padlet. Vous allez avoir le lien ici sur vos écrans également. Et de toute façon, on garde l'enregistrement de ce webinaire et on verra si on pourra le rediffuser à d'autres moments ou en tout cas le laisser en permanence à la disposition de tous. Je voudrais surtout, en tout cas, finalement, d'abord remercier l'animateur principal, Fabrice Primont. C'est pas toujours évident. Gardien du temps, c'est un rôle tout à fait ingrat, mais qu'il a rempli brillamment. Remercier très particulièrement les délégués Wallonie-Bruxelles des différents pays dont on a eu le témoignage, qui se sont investis, et je dirais même, c'est une idée l'idée d'organiser ça au niveau international vient de leur part d'ailleurs, et notamment la déléguée Wallonie-Bruxelles à Kinshasa, Catherine Brahi. Aussi remercier les équipes techniques. Alors, on pourrait peut-être les voir, ils sont dans l'ombre, mais c'est eux qui sont aux manettes. Vous avez vu déjà Mathilde pour tout ce qui est question, mais aussi Aurélio et Lucie. L'équipe technique aussi de Wallonie-Bruxelles International. Remercier bien sûr Wallonie-Bruxelles International pour son soutien. Et donc, et alors surtout saluer tous les participants, saluer le fait aussi qu'ils sont restés du début jusqu'à la fin. Il y a eu 120 connexions, plus ou moins, et on sait que certaines connexions étaient en salle, donc on a bien atteint les 160 personnes qui ont participé à ce webinaire. En tout cas, félicitations. Un grand merci en tout cas à tous les intervenants, et rendez-vous soit dans quelques minutes en espagnol, soit à 18h pour la vidéoconférence sur la pauvreté. À très bientôt. Merci. À bientôt.